Docteur Gérard Delépine, bonjour. Bonjour. Avant de commencer cette interview, merci d'abord infiniment d'avoir accepté ce petit entretien concernant la crise sanitaire du Covid-19, du coronavirus. Et je voulais d'abord vous présenter. Vous êtes chirurgien orthopédiste et statisticien. Vous avez longtemps travaillé sur les cancers des membres et mis vos compétences de chirurgien orthopédiste dans la mise en place de techniques chirurgicales qui évitent justement les amputations des membres et bien sûr, évite de gâcher des vies, ma foi, si c'est faisable. Vous avez dans ce domaine publié de nombreux articles dans les revues internationales, comme vous les voyez s'afficher à l'écran. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres avec votre épouse, le docteur Nicole Delépine, qu'on avait d'ailleurs accueilli ici il y a la semaine dernière pour une interview, et, dont d'ailleurs vous avez publié avec elle Cancer, les bonnes questions à poser à votre médecin. Oui, le livre qui est d'actualité actuellement, c'est Soigner et obéir, car c'est vraiment le thème des médecins. Exactement, très très juste. On a écrit ensemble avec Madame Nicole Delépine. Très très juste. Donc vous avez publié Hystérie vaccinale, vaccin, garde d'asile et cancer, un paradoxe. Donc cancer, les bonnes questions à poser à votre médecin, on en a déjà parlé. Médicaments anti-cancer, peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix. Donc voilà, tout ça c'est aux éditions Michelin, aux éditions Fauve. Et enfin, comme vous le disiez à l'instant, Soigner ou obéir. Alors là, je pense que effectivement, c'est le livre qui tombe à pic et qui explique la. D'ailleurs, on va en parler dans les questions que je vais vous poser. Donc, j'espère avoir été. Vous avez été complet. Voilà. Maintenant, commençons par. Alors, j'ai en tout et pour tout 7 questions. Commençons par la première. On a vu que la folie de la gestion politico-médiatique de la crise sanitaire du Covid-19 a été lancée en France, encore une fois, par les travaux de l'Imperial College de Londres, sous la direction de l'inénarrable Neil Ferguson, qui a imposé le confinement comme seule et unique solution. Point de salut hors du confinement, quoi. Ce dernier a d'ailleurs démissionné la semaine dernière de son poste de conseiller du gouvernement britannique pour non-respect du confinement. Bref, c'est le règne des modélisations mathématiques complexes qui se plantent une fois sur deux et qui pourtant dictent des politiques mondiales puisqu'on a confiné la moitié de la planète. Que pensez-vous de ces modélisations et de la pertinence du confinement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus? Alors, il y a deux problèmes en fait. Il y a d'abord les modélisations et leur fiabilité. Et deuxièmement, pourquoi les politiques écoutent des mathématiciens au lieu d'écouter des médecins? C'est quand même, qu'un mage un peu exacerbé ou un peu sous nous fasse des prédictions absolument épouvantables, c'est son droit le plus strict. Je suis pour le droit de parole. Mais que ce qu'il raconte ne soit pas vérifié par nos propres mathématiciens, par nos propres modélisateurs, et que ce soit avalisé sans avoir réfléchi aux conséquences tout à fait différentes. Il n'y a pas que l'épidémie dans la vie. Il y a la vie de la société, il y a la vie de tout le monde. Il y a la vie des malades qui sont malades d'autre chose que de l'épidémie. Donc, et il y a l'économie, car de toute manière, si on ne produit pas, on meurt de faim. Donc, tous ces problèmes n'ont pas été abordés et c'est absolument dramatique. Alors, parlons des modélisations dans un premier temps. Les modélisations, c'est la transformation d'un objet réel en un objet virtuel que l'on dote de toutes ses capacités. Et puis, l'avantage de l'objet virtuel, c'est qu'on peut modifier ses caractéristiques et on s'amuse à le faire vivre dans le modèle informatique, dans les ordinateurs, et on voit la manière dont il évolue en fonction des modifications des caractéristiques. C'est ça la modélisation. C'est l'étude d'un objet virtuel qui correspond exactement à l'objet réel. Alors, ces modélisations sont extrêmement utiles dans les sciences dures, en physique, en chimie. Notre bombe atomique, maintenant, on la fait plus sauter, on la modélise et on vérifie que ça obéit selon les règles qu'on désire. Les ailes d'avion sont toutes modélisées. On s'occupe très peu de soufflerie maintenant, alors que jadis, il fallait utiliser une soufflerie qui était longue, etc. Donc, les modélisations ont apporté d'énormes progrès dans les sciences dures. Seulement, dans une modélisation, tout dépend des hypothèses. Lorsqu'il s'agit d'une science dure, les lois de physique, de chimie, elles sont immuables. Et donc, on a des hypothèses qui sont justes, qui ont été vérifiées par d'innombrables expériences. Dès que ces modélisations ça aborde les sciences plus molles, la biologie, la vie en elle-même, là, ça foire.
et savoir effectivement, comme vous l'avez dit, une fois sur deux. C'est-à-dire qu'actuellement, les modélisations en médecine, je dis bien en médecine, vous jetez une pièce en l'air, pile ou face, et vous avez à peu près la même valeur réelle. C'est pas mieux qu'une pièce en l'air. C'est pas tellement mieux que la pitié qu'utilisaient jadis nos amis grecs pour savoir quand il fallait prendre une décision importante. Ça a d'ailleurs failli causer la mort de ce pauvre roi Crésus, qui a été condamné au bûcher parce qu'il avait commencé la guerre contre l'Empire perse selon les conseils de la pitié, du moins on l'avait cru. Donc malheureusement, Macron s'est comporté comme Crésus. Avant de déclarer la guerre au Covid-19, il a consulté Neil Ferguson. Et le drame, c'est qu'il l'a cru. Bien entendu, Neil Ferguson avait quand même déjà des antécédents lourds. Parce que, par exemple, il avait alors, Neil Ferguson, d'ailleurs, il faudrait le présenter. Donc, c'était plus exactement, puisqu'il a été démissionné la semaine dernière, c'était le patron du département de modélisation et de mathématiques de l'Imperial College de Londres, chargé par l'OMS depuis plus de 10 ans de faire les modélisations. Donc, à chaque fois qu'on avait une épidémie en vue, l'OMS chargeait Neil Ferguson de faire les prévisions et de dire comment il fallait que l'OMS réagisse. Alors là-dessus, il a quand même été très fort. Il avait surestimé 6 fois l'impact du sida. Il s'était trompé sur l'ampleur de l'épidémie des vaches folles, et à cause de ça, 6 millions de vaches ont été exécutées en Grande-Bretagne pour rien, et ça a ruiné les fermiers anglais. En 2002, il a prétendu que la transmission à l'homme de la maladie de la vache folle tuerait environ 50 000 Britanniques. À la fin de l'épidémie, il y a eu 177 victimes. De 50 000, on est passé à 177. Il a aussi affirmé que la grippe H1N1, qui nous a coûté quand même 2 milliards en France, plus les gens qui ont été les victimes des vaccins, qui sont reconnus par la justice et reconnus par la haute autorité de santé, les syndromes de Guillain-Barré, également les syndromes d'hypersomnie, qui sont quand même graves, sans compter les 2 milliards de la montagne de vaccins dont tout le monde se souvient et la montagne de Tamiflu inutile. Donc ça nous a coûté quand même très cher cette grippe H1N1. Il avait d'ailleurs, lors de la grippe H1N1, il avait annoncé qu'il y aurait 70 000 victimes, 70 000 morts au Canada. On en a compté moins de 500. En France, il avait dit aussi qu'on en aurait environ 50 000 et on en a eu moins de 300. Donc, il y avait quand même des antécédents lourds, comme on dit en police. Il avait un dossier bien chargé. En 2005, en 2005, sur la grippe aviaire, il avait dit que ça tuerait 65 000 Britanniques. Il y en a eu 457. Donc, la constante. Alors, quand on se trompe normalement en médecine, comme statisticien, tout le monde peut se tromper. Je n'en veux pas de se tromper. Par contre, quand on est de bonne foi, on se trompe une fois sur deux en surestimant, une fois sur deux en sous-estimant. Or, la constante de Ferguson, c'est qu'il surestime toujours, et toujours pas d'un peu. Il sous-estime de 100. Vous avez vu les chiffres, je vous ai donné les chiffres de ces estimations. C'est un minimum de 50 à 100 fois plus. Alors, on peut s'interroger sur sa bonne foi. Comment se fait-il qu'il se trompe toujours par excès et qu'il ne corrige pas son erreur? Normalement, en science, comment on fait en science? Il y a des gens qui croient, c'est les religions, et le dogme est intangible. On n'a pas le droit de douter du dogme, sinon on est un hérétique et on est condamné à être brûlé en place de grève. Jadis, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ou alors on est en science. Et en science, on émet des hypothèses. Il a tout à fait le droit d'émettre toutes les hypothèses qu'il veut. Mais les hypothèses, on doit les vérifier. On doit les vérifier au cours d'une expérience. Et si l'expérience aboutit à des résultats qui ne sont pas compatibles avec l'hypothèse, on doit changer l'hypothèse. Et la particularité de Ferguson, c'est que depuis 15 ans, depuis presque même 20 ans, puisqu'il a commencé en 2001, donc depuis presque 20 ans, il surestime constamment les épidémies et il ne met jamais en doute son modèle. Alors j'ajoute que pour le Covid-19, il a utilisé le vieux modèle de la grippe H1N1. Il l'a dit lui-même. Donc, un truc qui n'a pas marché, il n'y a pas de raison, on reprend le même et on continue. Et on obtient les mêmes résultats. Sauf que là, les dégâts mondiaux ont été catastrophiques. Là, je peux dire que vraiment, je paraphrase Churchill, vous savez, à la fin de la guerre d'Angleterre, de la bataille d'Angleterre, lorsque une poignée d'aviateurs anglais, polonais et français avaient réussi à abattre suffisamment d'avions allemands pour que Hitler abandonne l'idée d'invadir l'Angleterre, il avait dit dans l'histoire du monde, aussi peu de gens ont rendu service à autant de monde. C'est-à-dire qu'effectivement, ils avaient sauvé le monde libre, cette poignée d'aviateurs. Et bien là, on peut dire que dans la crise du Covid, aussi peu de gens
on nuit à autant de monde sur le monde entier. Donc une poignée d'illuminés statisticiens, mathématiciens, mages et de dirigeants ont créé une crise économique diabolique, une perte de liberté généralisée sur l'ensemble de la planète, et ça est quand même d'une gravité absolument colossale, et je pense que c'est un problème à la fois politique et philosophique majeur. Comment aussi peu de gens peuvent nuire à autant de monde? Et je pense que ces gens devraient être condamnés au moins moralement. Alors donc ça, c'était pour vous donner le Covid. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de sa prédiction. On parle vraiment d'une prédiction apocalyptique. Lorsqu'il a envoyé son résultat à Macron, alors pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle le report 9 de l'Imperial College, le report 9 qui date du 16 mars. Et dans cela, il a annoncé qu'il y aurait 2,2 millions morts, 2,2 millions morts aux États-Unis, qu'il y aura 510 000 morts en Grande-Bretagne, autant en France, et 70 000 en Suède, sauf si on faisait ce qu'il nous donnait. Et il nous donnait la seule voie de salut est de mettre en œuvre des mesures de contrôle strictes, le confinement policier à la française, à la chinoise, à l'italienne, pendant au moins 18 mois. Je dis bien 18 mois, il avait dit, c'est écrit, 18 mois. Alors, il avait prévu que quand même, c'était 18 mois jusqu'à l'arrivée d'un vaccin ou d'un traitement efficace. Donc, on avait le droit de sortir de prison qu'à partir du moment où il y aurait un vaccin ou un traitement efficace. Alors, comme il savait quand même qu'on serait mort de faim avant les 18 mois, il a dit « Ces mesures pourraient être assouplies périodiquement pendant de courtes périodes. » Donc, on confine comme des bêtes, tout le monde en tôle. Et puis, lorsque les réserves de nourriture sont épuisées, on laisse sortir un peu. Et puis, comme ça va repartir, parce qu'il a prévu la pandémie, vous verrez dans les diapositives que malheureusement je ne peux pas vous partager pour l'instant, mais il avait donc prévu dans sa pandémie qu'il y aurait une deuxième vague, puis une troisième vague, puis une quatrième vague, puis une cinquième vague, qu'il y aura des vagues en gros tous les 3 mois, donc on laisse respirer les gens un mois, puis on les reconfine, etc., jusqu'à l'arrivée suprême du vaccin. C'est ça sa prédiction. Alors je ne suis pas étonné que M. Macron et son gouvernement ne nous aient pas publié cette prédiction qui a été considérée comme secret défense. Lorsqu'il a annoncé le confinement, il n'a pas annoncé sur quoi. Personne n'a pu voir ce rapport 9 de l'Imperial College. Parce qu'effectivement, quelle personne sensée pourrait accepter d'être mise en prison 18 mois jusqu'à l'arrivée d'un vaccin? Alors je rappelle quand même que le vaccin a déjà été tenté sur les Covid d'avant le 19, on ne l'avait pas par Sanofi, et ça a foiré. On n'a pas réussi à mettre au point un vaccin qui marchait. Je rappelle aussi que pour le sida, qui a quand même mobilisé des sommes colossales au niveau mondial, nous n'avons toujours pas de vaccin. Donc ça veut dire qu'ils nous mettent en tôle pour une durée indéterminée. Et moi, je disais dans un de mes premiers articles qu'on a écrit avec madame, je ne veux pas mourir en prison, je n'ai pas mérité ça. Et je reste fidèle. Je trouve que condamner la moitié de l'humanité à la prison est quand même quelque chose d'absolument insupportable. Il est incroyable que nos politiques et nos philosophes n'aient pas réagi violemment d'emblée. Aux armes, citoyens, votre liberté est en danger. Directement en danger puisqu'on vous l'a supprimé. La première liberté, celle de se promener librement. Vous avez publié de nombreuses courbes pour démontrer que en fait, le confinement non seulement n'a servi à rien, mais en fait, c'est bien plus pire, bien plus grave, la mortalité par million d'habitants dans les pays confinés durement avec un État policier, etc., il y a eu largement plus de morts. Oui, alors je n'ai pas publié les courbes. J'ai repris les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Pour ceux qui en doutent, je les engage fortement, je leur dicte, de taper sur leur navigateur OMS, Covid, COVID, situation record. Donc, situation record, comme un record. Et tous les jours, l'OMS publie l'état à la fois de la totalité des gens contaminés par pays, du nombre de nouveaux contaminés du jour, du nombre de morts depuis le début de l'épidémie et du nombre de morts du jour. Donc, c'est dans la Covid, situation record. Et toutes les courbes que je vous ai présentées sont des courbes qui sont directement la mise en graphique de ces chiffres. Alors, on va les afficher à l'écran, on va les afficher. Alors, je vous donne donc, bien entendu, il faut compter en millions de morts, par exemple pour les morts, puisque le but de tout ça, c'était d'éviter la mortalité du Covid. Donc, il faut l'afficher en nombre de morts par million d'habitants. On ne peut pas comparer un pays comme les États-Unis avec ses 330 millions et Taïwan avec ses 20 millions.
Donc, il faut compter en nombre de morts par million d'habitants. Donc, si on se fie aux derniers chiffres de l'OMS que j'ai vus, qui sont donc du 10 mai, nous avons Singapour, 2 morts par million d'habitants. Taïwan, 3 morts par million d'habitants. Le Japon, 3 morts par million d'habitants. La Corée, 5 morts par million d'habitants. Venons maintenant à l'Europe. Alors, l'Europe, les meilleurs des grands pays. Parce que quand on est le meilleur de tous, sinon en Europe, c'est à coup sûr l'Islande. L'Islande qui n'a pas confiné du tout, qui a laissé sa population vivre comme elle le désirait, qui a dit simplement soyez prudents, ne vous réunissez pas trop nombreux, qui s'est fié, qui a fait confiance à ses citoyens. L'Islande est à 30 par million d'habitants. C'est le meilleur résultat de l'Europe. Bon. En dehors de ça, on a aussi la Grèce, qui est un petit pays, qui a de très bons résultats, mais dans ceux qui sont des grands pays. L'Allemagne. L'Allemagne est quand même très comparable à la France. En Allemagne, il y a 82 morts par million d'habitants. En Autriche, qui a fait pratiquement la même politique que l'Allemagne, je rappelle que lorsqu'on parle de soi-disant confinement en Allemagne, il n'y a jamais eu de confinement. En Allemagne, les gens ont toujours été libres de se promener comme ils voulaient. On a limité les situations. L'Allemagne n'a pas fait de confinement, l'Allemagne a mis en quarantaine. Elle a dit les gens qui ont des virus doivent être séparés des autres, ce qui est la technique traditionnelle de tous les médecins contre les épidémies. Dans les grandes épidémies traditionnelles, quand on n'avait pas de traitement, on séparait les gens qui étaient contagieux des gens qui n'étaient pas contagieux. La particularité de la technique française, c'est qu'on a mis ensemble, on a fermé dans des pièces les gens qui avaient le virus et ceux qui ne l'avaient pas. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, l'Allemagne et l'Autriche, donc l'Allemagne est à 82 par million d'habitants et l'Autriche à 67, c'est quand même un très bon pays. Des pays qui n'ont pas confiné, comme la Suède et les Pays-Bas, parce que l'Islande est effectivement le meilleur, mais c'est un tout petit pays de 300 000 habitants, même pas 1 million. Et d'autre part, qu'il n'y avait pas des relations économiques et aériennes majeures comme les grands pays. Par contre, les Pays-Bas et la Suède, les Pays-Bas, ils sont un pays extrêmement ouvert sur le monde. Ils n'ont pas confiné. Ils ont simplement fermé les sex shops, fermé les clubs de sport, et demandé aux bars de servir en terrasse. Mais ils n'ont pas du tout confiné, ils ont laissé leurs écoles ouvertes. Eh bien, les Pays-Bas, ils ont 297 morts. Là, ça augmente fortement par rapport à ceux qui ont pratiqué la quarantaine. Mais ils ont moins de 300 morts par million d'habitants. La Suède également, qui a tout laissé ouvert, a 274 morts par million d'habitants. Et puis, nous avons les pays européens, les grands pays qui ont confiné à la chinoise, avec les policiers, et à 135 € dès que vous mettiez dehors, où vous aviez oublié de séparer la fiche. Lorsque je me suis promené avec mon épouse, on a été contrôlé par les policiers et on avait fait nos attestations écrites selon les règles, mais on avait laissé là sur une seule feuille de papier. Et les policiers voulaient nous mettre une amende parce que c'était une seule feuille de papier. On lui dit, on coupe la feuille de papier devant vous. Ah non, vous n'avez pas le droit. Où est-ce qu'on est? C'est la France, ça? Bon, alors donc, les pays qui ont confiné à la française, à la connerie française, sont arrivés à battre les records du monde. Alors, le pire de tous, c'est indiscutablement la Belgique. Oui. C'est connu depuis Astérix. Les Belges sont des Français encore plus cons que les Français. Et ils sont arrivés à 684 morts par million d'habitants. 684. Je rappelle que Singapour, c'est 2. L'Allemagne, c'est 80. La Belgique, 684. Et puis l'Espagne et l'Italie. L'Espagne et l'Italie, l'Italie, 544. L'Espagne, 481. La France, dans les très mauvais, n'est quand même que le 4e. On est à 404 morts par million d'habitants. C'est quand même 5 fois plus que l'Allemagne. Donc, les pays qui ont confiné à la française, brutalement, stupidement, en enfermant les malades et les bien portants, sont ceux qui ont le record de mortalité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont presque 2 fois plus de morts que les gens qui n'ont rien fait du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis le confinement, du point de vue simplement épidémiologique, simplement du point de vue Covid-19, est pire que ne rien faire. Donc, on nous a aggravé les conséquences de l'épidémie en France, rien que sur l'épidémie. Mais cette mortalité du Covid n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que pendant qu'on a confiné tout le monde, on a fermé tout le reste. On a consacré tous nos moyens hospitaliers au Covid. Et donc, les chirurgiens n'ont plus le droit d'opérer. Les médecins n'ont plus le droit de traiter les malades qui n'étaient pas Covid. Autrement dit, tous les malades chroniques qui avaient besoin d'une adaptation de leur traitement,
de cœur, les insuffisants cardiaques, les hypertendus, les gens qui pouvaient faire un accident vasculaire cérébral, les gens qui avaient une appendicite. Il fallait qu'ils arrivent à la péritonite. Parce que non seulement on nous a interdit de les traiter, mais les agences régionales de santé ont vraiment joué aux dictateurs locaux. Ils ont interdit aux chirurgiens d'opérer dans les cliniques. Il fallait garder tout ça intact pour au cas où il y aurait un malade de Covid qui arriverait et on en aurait besoin. Vous comprenez? Donc, ils n'ont interdit d'opérer, donc on n'a pas fait de biopsie pour les cancers. On a pu opérer les cancers. Certaines agences régionales de santé nous ont dit il y a un petit cancer du poumon, un petit cancer du sein, un petit cancer du côlon. C'est pas grave, ne les opérez pas, irradiez-les. Alors je précise pour les non-médecins que l'irradiation des cancers du côlon est une très mauvaise méthode qui est vraiment un bon moyen de perdre des chances de guérison. De la même manière, dans les cancers du poumon, quand c'est un petit cancer opérable, il faut l'opérer. Tous les chiffres de la littérature sont formels là-dessus. De la même manière, un petit cancer du sein, il faut l'opérer. On peut faire d'autres traitements. Je n'ai pas dit que la chirurgie était la clé de tout, mais c'est quand même le traitement le plus efficace, enfin celui qui a montré qu'il pouvait être le plus efficace. Donc, d'une part, le confinement à la française a abouti à augmenter la mortalité propre du Covid, et d'autre part, la suppression de la possibilité de traiter les autres malades a fait des victimes collatérales encore plus nombreuses. Et ça, c'est uniquement du point de vue sanitaire immédiat. Mais en dehors de ça, tout le monde sait que le confinement donne des séquelles psychiatriques. On va en parler après, justement. On va en parler après. J'ai une autre question à vous poser. Mais juste c'est important pour préciser aux gens les chiffres que vous avez donnés pour 1 million d'habitants. Donc, si par exemple, les Allemands, ils sont à 100 et que nous, on est à 300, il y a 200 de plus, il faut multiplier les 200 par 65 et on parle ici de plusieurs milliers d'âmes. C'est-à-dire précisément, en France, nous avons eu 20 000 morts de trop. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire pour que l'on soit concret au niveau du résultat final. Et là, je voulais revenir à la question de l'Imperial College de Londres concernant justement, et là, je vais vous faire voir le site de Bill et Melinda Gates, donc qui a offert en 2020, vous le voyez, en mars 2020, 79 millions de dollars concernant la malaria, hein, comment on appelle ça, le paludisme, à l'Imperial College de Londres. Vous avez totalement raison de préciser ça. Nous savons très bien que Ferguson, bon, c'est un gentil mathématicien, il était très doué d'ailleurs en mathématiques, hein, mais c'est l'homme de main, il est commandité par l'OMS officiellement, hein, puisqu'il est le prédicateur de l'OMS sur les épidémies, et par Bill Gates. Or, nous savons tous que Bill Gates n'a qu'un rêve dans la vie, c'est d'imposer un vaccin à l'ensemble de l'humanité. Et donc, le fait que Ferguson se trompe systématiquement en créant des monstres, à chaque fois, toute nouvelle épidémie est une peste dans ses prédications. Donc, et qu'il soit financé en partie par Bill Gates le rend extrêmement suspect. Je veux dire, il a un lien d'intérêt non déclaré colossal. Vous avez raison de le dire. Troisième question, vous avez parlé, j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller lire cet article, vous avez écrit un article sur économiematin.fr et vous avez parlé de 3 possibilités de réaction face à cette crise sanitaire. Donc, je reviens sur ce que vous disiez précédemment. Donc, il y a les pays qui ont fait le choix de la responsabilité individuelle, il y a les pays qui ont fait le choix des mesures médicales d'endiguement, c'est-à-dire on va confiner que les personnes malades, on va fermer bien sûr les grandes, comment on appelle ça, les bars-restaurants, les boîtes de nuit, etc. Bon, grandes réunions, les stades de foot, voilà. Et la troisième possibilité, le confinement global, aveugle, policier, drone, et jusqu'à emprisonnement. On en est arrivé à emprisonner les gens, en fait. Ah oui, moi ce qui m'avait frappé, c'est Sophocle. Il faut relire Sophocle, Antigone. Je vous rappelle, c'était un des tout premiers drames de l'Europe. Hein. La dramaturgie a commencé avec les Grecs, et Sophocle, dans sa pièce Antigone, qu'est-ce qui se passe? Antigone avait 2 frères qui se sont battus pour l'héritage du père. L'un a tué l'autre. Et le tyran local a décidé que l'un des 2 était le mauvais et qu'il ne devait pas être enterré. Et Antigone dit il y a des lois qui sont au-dessus des lois du roi,
au-dessus des lois de la cité, ce sont les lois de l'humanité de Dieu. Et elle enterre son frère, malgré l'ordre qu'il a été donné de ne pas toucher. Elle est condamnée à mort et elle est emmurée vive. Bien. Eh bien, nous avons rétabli le mythe d'Antigone en pratique, puisque les gens qui allaient au cimetière, malheureusement, le Covid, parfois, ça pouvait toucher 2 personnes, donc ils allaient 2 fois de suite au cimetière. S'ils allaient 2 fois de suite au cimetière et s'étaient réunis au cimetière, ils étaient des récidivistes et ils pouvaient être emprisonnés. Donc, ça m'a quand même frappé, le fait qu'on touche vraiment aux bases de l'humanité. Hein, on n'a plus le droit de rendre les honneurs à nos morts si on trouve que c'est nécessaire. Enfin, quelle personne normale peut accepter des choses pareilles? Alors qu'en fait, en plus, ça n'avait strictement aucun intérêt du point de vue sanitaire. Il suffisait de leur demander de porter des masques ou de rester à 2 mètres les uns des autres. Mais pourquoi les interdire? Pourquoi leur donner des amendes? Je veux dire, en Italie, il y a eu l'armée est intervenue sur des enterrements. Enfin, dans quel monde de fou on est arrivé, hein? Bientôt, ils vont nous tuer pour nous sauver la vie. On arrive à peu près à ça. Presque, oui. Je veux dire, la définition du tyran, c'est quelqu'un qui veut faire le bonheur de son peuple contre la vie de son peuple. Il me semble que là, on est vraiment dans la tyrannie la plus simple du point de vue philosophique. Alors justement, comment pouvez-vous expliquer que le gouvernement, notamment Jean Castex, monsieur déconfinement, comment vous pouvez expliquer que malgré les résultats des autres pays que nous observons, on sait qu'ils ont fait moins de morts par million d'habitants, etc. Comment pouvez-vous expliquer, ou peut-être que vous ne le pouvez pas, hein, c'est compliqué, hein, que le gouvernement, l'exécutif s'emmure dans sa bêtise en nous obligeant à faire l'inverse de ce qu'il faut faire? Alors, moi, je n'ai pas d'explication. C'est au gouvernement qu'il faut le demander les explications. Pourquoi fait-il le contraire de ce qui est bien? Et pourquoi, quand il avait pris une mesure idiote, qu'on a les preuves que ça ne marche pas, il persévère? Alors, je pense qu'il n'y a jamais d'effet sans cause. Donc, je pense que ça arrangeait quand même un certain nombre de gouvernants qui étaient pas très bien vus de leur peuple. De dire, le peuple, tais-toi. C'est moi qui te sauve, et sois reconnaissant, et je t'enferme, et tu dois me remercier. Donc, ça permettait d'imposer une tyrannie. Et malheureusement, il y a eu d'une part la peur qui a été agitée par le mage Ferguson, mais aussi le désir d'avoir les pleins pouvoirs. C'est quand même très chouette d'avoir les pleins pouvoirs, d'être le roi et que plus personne ne puisse vous contester. Et ils ne pourront pas vous contester dans les médias, puisque vous les avez toutes à votre botte. Ils ne pourront pas vous contester dans la rue, puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir. C'est quelque chose de quand même formidable. Donc, je pense qu'ils ont été crédules. Ils ont cru un mage. Et ça, je veux dire, les mathématiciens qui font des simulations ont bien dit qu'il ne fallait certainement pas que c'était la responsabilité des politiques de ne pas croire à ce que les simulations ne pouvaient pas donner. Une simulation marche bien quand on connaît les règles de départ. Quand il s'agit d'un virus nouveau, dont on ne connaît pas les lois de développement, on ne connaissait pas le taux de mortalité, on ne connaissait pas le taux de contagion. Ils ont été déterminés d'après des résultats chinois qui étaient tout à fait douteux, et on sait très bien qu'ils sont complètement faux depuis ce qui avait été mis. Donc on était parti sur des hypothèses foireuses, et l'ordinateur a bien entendu amplifié ces résultats, puisque c'est de type exponentiel, les résultats qui sortent. En fonction des jours, on dit ça double tous les jours, donc c'est une évolution exponentielle. Donc une petite erreur au départ sur des hypothèses entraîne des résultats complètement mauvais. Alors, si en plus ça arrange le modélisateur, ce qui est le cas de Ferguson, puisque se trompe toujours par excès et par considérable excès, on arrive à des résultats pareils. Mais alors, n'importe qui aurait dû s'en rendre compte. Alors, tous les gouvernants n'ont pas été dupes, je veux dire. Par exemple, les Pays-Bas, ils ont dit oui, c'est très intéressant le modèle de Ferguson. Monsieur Ferguson est quelqu'un de sérieux, il est mandaté par Bill Gates et l'OMS. On pense qu'il a bien travaillé, mais nous, on veut vérifier. Et pour les Pays-Bas, ce qui a sauvé les Néerlandais, c'est un certain Wallinga, W-A-2-L-I-N-G-A. Monsieur Wallinga était le chargé des prévisions de santé pour le gouvernement néerlandais. Et lui, sa conclusion, c'est des villes et des pays entiers ont été verrouillés sur une base de précision faite à la hâte et qui n'ont même pas été examinés par des pairs. Donc lui, tout de suite, il a vu le truc. Et il a dit, nous ne pensons pas que le confinement soit une bonne chose. Il a dit, Néerlandais, vivez tranquille. Évitez de vous réunir quand ce n'est pas nécessaire, mais
Pour le reste, vivez tranquille. Et les Néerlandais font beaucoup mieux que les Français, 30% de mortalité en moins. Et puis, ils n'ont pas été les seuls, les Suédois aussi. En suédois, le ministre a demandé une réévaluation du travail de Ferguson par ses propres services. Ses propres services ont dit c'est délirant. Nous ne croyons pas. Ils avaient raison. Je vous rappelle que pour la Suède, Ferguson avait prévu 70 000 morts. Nous sommes actuellement à 14 semaines du début de l'épidémie et à la fin de l'épidémie. Heureusement, je terminerai sur cette note. L'épidémie, c'est fini. À la fin du mois, je vous garantis, c'est fini. Donc, nous sommes à 14 mois, le plus gros est passé, et ce pays n'a enregistré, c'est beaucoup, mais 3220 décès, d'après les résultats OMS d'hier. Donc, 70 000 de prévu, 3 000. Ils n'ont rien fait. Donc, ils sont exactement dans le modèle Ferguson. Ferguson dit, si vous ne faites rien, vous aurez 70 000 morts. Ils n'ont rien fait, et ils ont 3220 morts. Alors, vraiment. Et un autre, un auteur et un écrivain suédois qui s'appelle Gerd Norberg, a dit « Perdre les 2/3 de ses revenus plutôt que 100% peut faire la différence entre la vie et la mort pour de nombreux chefs d'entreprise. » Il pensait aux petits patrons de café, il pensait au magasin d'à côté qui ne fait pas de la nourriture mais des vêtements, aux couturiers, aux coiffeurs et aux professions libérales. Pensez à ces avocats qui sont obligés de virer leurs secrétaires qu'ils aimaient bien de 10 ans, mais ils ne peuvent pas les payer. Parce que le chômage partiel, pour les professions libérales, c'était une plaisanterie ridicule. Pensez aussi aux médecins. Les médecins étaient interdits de travailler sauf le Covid. Et mais leurs charges, l'URSSAF, rassurez-vous, leurs impôts, leurs loyers, tout ça, c'est en plein pot. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Nous allons aider les professions libérales. Nous reportons un tout petit peu leurs charges. Ils n'auront rien à payer pour l'instant. Et on est prêt à leur faire des prêts. On va leur faire des prêts formidables sur tout ce qu'il faut pendant 1 an. Mais les prêts, il faut les rembourser. Et donc, dans l'année prochaine, il faudra payer 2 fois des charges. Or, beaucoup de ces professions et de ces métiers vivent chichement. Ils ont du mal. Ils sont à 10% de gains, pas plus. Il y a le revenu officiel, puis il y a le revenu net. Après impôts et paiement des charges et des salaires. Et on arrive à 10%. Vous ne pouvez pas. Donc, ce qui a été fait à la nation française va être directement responsable de faillites. Et les faillites, c'est des gens au chômage, c'est des gens qui meurent de faim. Je veux dire, là, je suis privilégié, donc je vis là dans une ville dans le sud de la France, Antibes, qui est assez riche. C'est pas Crésus, ça, c'est pas la ville de Crésus, mais les gens ont un revenu moyen qui est nettement supérieur à celui de la moyenne de la France. Bien, lorsqu'il a fallu que je me déplace en voiture, parce que j'avais une panne, j'ai dû donc, avec mon attestation, me déplacer, je suis passé devant une rue et il y avait une énorme file de plus de 100 mètres de long. Je n'avais jamais vu les gens à cet endroit-là. J'ai regardé, c'était les restaurants du cœur et les gens qui affluaient avec leurs sacs pour essayer d'avoir trouvé quelque chose à manger. On n'avait jamais vu ça à Antibes. Donc oui, le confinement a tué. Il a tué directement par le Covid, il a tué indirectement par tous ces malades qu'on n'a pas traités pendant ce temps, et il commence à tuer par la faim qui monte dans les maisons. Donc c'est une entreprise criminelle. De nombreux auteurs, dont vous-même, dénoncent depuis longtemps la surpuissance de Big Pharma dans la décision politique et sanitaire française. On a constaté dans cette crise l'omniprésence de membres du corps médical stipendiés par ce cartel des médicaments, qui ont tout fait pour casser le protocole de l'IHU de Marseille, du professeur Raoult, à base d'hydroxychloroquine à 4,12 € la boîte, le traitement, afin de promouvoir des antiviraux à 400, 500 € le traitement. Vous êtes très modeste. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Oui, non, ça c'est le Caletra et oui, ça c'est juste le Caletra. Le Remdesivir c'est bien plus. Je parle pas de. Oui. Donc je voulais savoir si vous aviez un commentaire sur Big Pharma. Et au même moment, on apprend que l'essai Discovery, présenté comme le summum de la rigueur scientifique de l'étude de l'essai multicentrique randomisé double aveugle avec placebo, blablabla, eh ben il est en faillite totale puisque ils n'ont même pas réussi. On est le 13 mai, ils n'ont même pas réussi à inclure le nombre de patients suffisant pour avoir des résultats. Donc, qu'est-ce que vous pensez donc de Big Pharma ? Il y a 2 choses. Je vais d'abord exécuter l'excès Discovery. Hein. C'est pas aujourd'hui je le fais. Hein. C'est pas j'ai écrit dans Agoravox avec mon épouse la critique de l'essai Discovery.
dès qu'il a été publié. Et c'était très facile parce que les essais actuellement de tout médicament, si vous voulez les publier dans une revue à comité de lecture de langue anglaise, vous devez vous inscrire l'essai, les modalités précises de l'essai sur un site américain gouvernemental qui s'appelle Trial.gov, G-O-V et U-S. Donc, vous pouvez aller là-bas. Donc, dès que j'ai appris qu'il y avait cet essai, je suis allé sur le site et j'ai récupéré le détail de l'essai. Et j'ai donc écrit avec madame, détaillé ce qu'il y avait. Et cet essai ne pouvait pas marcher. Il était d'emblée stupide pour tout médecin honnête s'il était stupide. Alors, je dis, il était non éthique. Il y avait 5 bras. Le premier bras, aucun traitement. On fait ce qui ne marche pas, la réanimation, avec ses 30% de morts. Donc, personnellement, comme médecin, je condamne l'usage de cobayes, parce que c'est ça, on disait aux gens, rentrez dans l'essai, vous aurez peut-être de la chloroquine, vous avez une chance sur 5 d'avoir de la chloroquine. Mais rentrez dans l'essai, une fois qu'ils ont signé, ils étaient tirés au sort, ils tombaient dans « on ne vous fait rien ». Et alors, bon. Le deuxième bras, c'était pour vendre le Kaletra. Mais le Kaletra avait déjà été disqualifié par un essai précédent en Corée sur 186 malades, où vous avez montré que c'était totalement inefficace, qu'il n'apportait aucun gain de survie et qu'il ajoutait de la toxicité. Il y avait un autre qui était le Remdesivir. Le Remdesivir, il n'avait pas été très efficace. Il est utilisé dans le sida en détail, mais il n'avait pas été très efficace dans l'infection à Covid précédent. Donc, il y avait assez peu de chances qu'il marche. Mais le laboratoire Gilead, qui est derrière, lui avait tout intérêt à le mettre dans un essai, parce que dans un essai, vous devez payer les médicaments. C'est l'État qui paie le médicament. Il ne donne pas le médicament. Il y a 20 ans, quand je devais commencer mes études en cancérologie, les essais thérapeutiques étaient payés par les laboratoires. C'est eux qui fournissaient tous les médicaments. Ce n'est plus du tout le cas. Donc, pour un laboratoire, c'est très intéressant de faire un essai, même si cet essai ne sert à rien. Il a revendu du médicament, il a habitué les médecins à utiliser ce médicament inutile, et de temps en temps, j'ai vu, moi, des confrères qui utilisent par habitude un médicament inutile, malheureusement. Donc, le deuxième bras, c'était le Kaletra, le troisième bras, c'était le Remdesivir. Un quatrième bras était on mélange tout, parce que comme on sait que chacun des médicaments ne sert à rien, peut-être qu'en rajoutant de l'interféron, on va gagner quelque chose. Et c'était peut-être le seul bras qui pourrait apporter quelque chose. Peut-être, parce que l'interféron est effectivement un médicament qui a montré pas mal d'intérêt dans un certain nombre de virus et même de cancers. Donc effectivement, peut-être que là, il y a quelque chose à gagner. Et puis le cinquième bras, c'était le bras qu'ils ont rajouté, parce qu'ils ne voulaient pas le mettre, c'était la chloroquine. Ils se sont arrangés pour que ça ne puisse pas marcher. Ils ont donc mis la chloroquine dans toutes les conditions qui avaient été démontrées inefficaces par plusieurs études, dont celle de Raoult d'ailleurs qui le dit. Premièrement, ils prenaient les malades trop tard, quand ils étaient en insuffisance respiratoire. On sait qu'à ce moment-là, il n'y a plus de virus, mais c'est vraiment un problème toxique, donc l'antiviral n'a aucun intérêt. Deuxièmement, pour être sûr, ils ne donnaient pas la dose de chloroquine de Raoult, mais une dose diminuée de 33%, 400 mg au lieu de 600. Bon. Et puis enfin, une des choses fondamentales du protocole Raoult, c'était d'associer à la chloroquine un antibiotique. Et peut-être que l'antibiotique jouait au moins autant que la chloroquine. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous. Le traitement de Raoult, ce n'est pas 4 €. Il faut compter le prix de l'antibiotique. Ça arrive à 12 €. Tout à fait, tout à fait. C'est juste. Donc, mais c'est quand même des choses que les Français peuvent encore se payer à 12 €. Donc, je pense. Et en tout cas, ça éviterait des sommes colossales à la sécurité sociale si on avait des traitements de ce type. Donc, ils avaient, pris les malades trop tard, exprès. 2, diminuer la dose de chloroquine de manière très importante. Et 3, supprimer l'association antibiotique. Donc, ils avaient mis exactement les malades dans la situation où ce bras la chloroquine ne pouvait leur servir à rien. Et le but était de dire, vous voyez, la chloroquine ne sert à rien. Alors, pourquoi est-ce qu'ils avaient gardé ce bras de cobaye pur, sans rien? C'était en espérant qu'il y aurait un tout petit bénéfice du Remdesivir. Si vous comparez le Remdesivir à l'évolution naturelle sans témoin, s'il y a une toute petite différence, vous ne pouvez pas la faire apparaître. Mais si vous avez un bras cobaye qui est très mauvais, eh bien là, vous avez une chance de faire apparaître même la plus petite différence, ce qui permet de conclure il y a un avantage significatif pour les malades, même si cet avantage est de vivre 3 heures de plus. Ça n'a pas d'importance. Il y a un avantage significatif, c'est ce que les médecins penseront et ce que l'autorité de santé dira. Il y a un avantage significatif, donc on admet ce médicament pour la maladie. Donc, on l'a dit très tôt,
Et peut-être que ça a participé, qu'un certain nombre de gens l'ont lu, et ils ont réfléchi et ils ont refusé d'entrer dans cet essai inutile et coûteux, ce qui montre que le bon sens populaire est souvent beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pratique que les grands scientifiques, enfin les gens qui se disent des scientifiques. Ça, c'est pour l'essai. Alors, les autres essais, c'est pareil, hein, il n'y avait pas que le fameux Discovery. Celui-là, il a bénéficié vraiment des trompettes de leur renommée de partout. Il faut dire qu'il y avait l'INSERM derrière. Alors, je rappelle, à toutes fins utiles, je ne suis pas sûr que vous allez m'interroger sur cette question, mais que l'ancien directeur de l'INSERM, c'était M. Lévy. Tout à fait. Mari de la précédente ministre de la Santé. Et que le laboratoire de Wuhan, juste la région où est apparu le virus, c'est un laboratoire P4, c'est le seul laboratoire P4 de Chine. Il a été créé par la France, qui en a payé une grande partie, et il a été inauguré en grande pompe par un ministre et par M. Lévy. Et ce laboratoire travaillait sur le coronavirus. Il y a plein de travaux qui montrent que déjà, il y a 3 ou 4 ans, ils jouaient à modifier le coronavirus. Et comme par hasard, le nouveau virus est apparu tout près de ce laboratoire. Donc je pense qu'en France, il fallait cacher cette information parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on puisse se poser des questions sur le rôle de M. Lévy dans cette affaire. Je ne dis pas qu'il est coupable. En tout cas, disons que la France dans cette affaire et M. Lévy qui est parti là-bas pour inaugurer ce laboratoire, vous pouvez trouver les photos sur le site de l'ambassade de France en Chine, on en était extrêmement fiers. Hein. Disons qu'on a été au minimum imprudent. Et concernant Big Pharma, justement, Big Pharma, c'est une honte absolue. Et peut-être que la crise du Covid va nous permettre que les Français prennent en compte qu'il est insupportable que la police des médicaments soit faite par les truands. Je veux dire, dans tous les États démocratiques, un juge n'a pas le droit d'être parti. On est juge ou parti. Sous l'Ancien Régime, nous avons plein de tableaux où nous voyons le juge qui reçoit des épices. Et il jugeait pour la partie qui apportait le plus d'épices, c'est-à-dire le plus d'argent, parce que l'épice à l'époque valait très cher. Donc, les fameuses épices. Bon, la Révolution française en dit ça, c'est totalement insupportable, on ne peut pas être jugé parti. Tous les pays démocratiques reprennent, on ne peut pas être jugé parti. Un juge, actuellement, officiel de France, qui toucherait de l'argent d'une des parties, ou qui serait lié à une des parties, est automatiquement récusé. Et s'il touche des épices, il sera déchu de son statut de juge et peut-être même envoyé en prison. Un policier qui est trop proche de la bande de truands locale, même si cette bande lui permet de faire de belles affaires, a des soucis. On a récemment un grand flic français de la région de Lyon qui a quand même eu quelques soucis parce qu'il était trop proche des bandes. Donc, c'est jugé comme absolument scandaleux pour les juges et par les policiers. Or, les juges et les policiers, quand ils traitent les affaires, ils traitent quoi? Il y a 2 morts, 3 morts. Si on a un tueur en Syrie, on n'en a pas beaucoup en France, on arrive à 10 ou 20 morts. Les juges du médicament, eux, lorsqu'il y a une affaire, c'est des milliers de morts. Je rappelle que le Vioxx aux États-Unis a été responsable directement de la mort environ 30 000 personnes et qu'il a fait environ 300 000 victimes. Ce sont des chiffres qui ont été présentés devant la commission du Sénat aux États-Unis. Ce ne sont pas des chiffres en l'air. Ils ont été présentés par le numéro 2 du département des nouveaux médicaments de la Food and Drug Administration. Donc, les médicaments, c'est quelque chose de sérieux. On ne doit pas les prendre n'importe comment. Il faut que les médecins puissent les surveiller. Et il faut que les gens qui jugent les médicaments soient absolument intouchables. En France, on a créé une loi Transparence Santé, due à Sarkozy, qui a été votée par 80% de nos députés. Malheureusement, Sarkozy a été viré avant que des textes d'application de cette loi ne paraissent. Or, une loi sans texte d'application ne sert à rien. Elle ne peut pas être appliquée tout bêtement. Marisol Touraine est arrivée. On s'est dit, chouette, cette loi va enfin pouvoir s'appliquer. Et elle a réuni en même temps les 3 associations anticorruption, ce qui était très sympathique, et les représentants du syndicat des entreprises du médicament. Et les associations anticorruption étaient obligées de partir au bout du 2e jour parce qu'ils en avaient marre de voir les représentants de Big Pharma dicter les arrêtés. C'est-à-dire que ce qui a été fait, les décrets pris par Marisol Touraine ont été rédigés
pas tout à fait écrits, c'était les fonctionnaires du ministère qui écrivaient, mais ils ont été écrits sous la dictée de Big Pharma. Et alors, on est arrivé à une situation magnifique. Un médecin qui reçoit un stylo, à qui on offre un repas ou une cravate, doit le déclarer. Le laboratoire qui lui offre le stylo, le à la paroisse, doit le déclarer. Donc, la déclaration de moindre petit cadeau est obligatoire. Et c'est très bien, ça ne me gêne pas du tout, je pense qu'on doit être transparent. Mais par contre, le professeur d'université, qui est en même temps expert auprès des tribunaux, ce qui est très bien dans le Mediator, hein, pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de problème avec le médicament, et qui est aussi expert du médicament à la Haute Autorité de Santé, qui est expert de la commission des prix, puisque le prix des médicaments est fixé en France par le gouvernement. Ce monsieur-là, il suffit qu'il ait signé un contrat commercial avec Big Pharma, un laboratoire quelconque, et il n'est plus astreint à déclarer ce lien. Autrement dit, vous devez déclarer le repas qu'on vous a offert, mais si vous touchez 100 à 500 000 euros par an, si vous avez eu la prudence de signer un contrat commercial, vous êtes exclu de toute déclaration. C'est que la vie est belle, n'est-ce pas? Mais magique, c'est magique. C'est magique. Alors, c'est vrai que j'ai dénoncé sur Sud Radio une certaine personne qui était du comité scientifique, qui était aussi le bras droit du ministre à la télé, et qui n'avait pas déclaré ses liens d'intérêt. Je n'ai rien à reprocher à cette dame, sauf qu'elle ne respecte pas la loi française. La loi française dit que tout médecin qui s'exprime en public doit déclarer ses liens d'intérêt. Je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucune firme pharmaceutique. Bon. Moi non plus. C'est l'article L4113-13 du Code de santé publique. L4113-13 qui s'affiche à l'écran et qui oblige toute personne qui s'exprime dans un quelconque média d'annoncer ces conflits d'intérêts que nous trouvons avec grande facilité sur le site transparence.santé.gouv.fr. Elle a été largement payée régulièrement par Gilead et AbbVie et bien d'autres laboratoires concernant Madame Karine Lacombe. Justement, je voulais vous poser une question, la 5e, concernant la deuxième vague, la fameuse deuxième vague. En réalité, vous nous avez appris que Neil Ferguson parlait de 3e, 4e, 5e. Ah oui, je vous ai montré les courbes de Ferguson. Là, on parle de deuxième vague parce qu'il faut faire peur tout de suite. Et on ne veut pas annoncer que c'est pour 18 mois qu'on veut nous mettre en prison. Hein, donc, ils réservent les vagues pour après. Après la deuxième, vous aurez la troisième. C'est comme des lapins sortis d'un chapeau magique. C'est génial. Et en fait, Karine Lacombe, hier, elle est passée sur BFM et elle a eu un discours assez curieux puisqu'elle ne parle plus de deuxième vague. Elle parle de petits foyers. Petits foyers ici et là qu'on devra confiner, mais rien de grave. Et elle a même parlé d'efficacité de l'hydroxychloroquine. On a l'impression qu'elle est en train de reculer, mais c'est là où justement je voulais parler du plan blanc. La deuxième vague, ce serait pas plutôt une deuxième vague de mortalité importante due au plan blanc, à l'arrêt des soins et du suivi des patients, hein, où sont passés les AVC, où sont passés les appendicites, etc., ainsi qu'aux nombreux suicides, aux nombreuses overdoses, aux violences familiales, aux conséquences dramatiques sur la crise économique. On sait qu'il y a eu 1 million d'écoliers qui subissent un décrochage scolaire à cause du confinement. Aux États-Unis, un chercheur californien a dit que les effets secondaires du confinement aux États-Unis, c'est minimum 75 000 morts. En Italie, j'ai lu qu'il y avait 700 000 enfants qui ont des difficultés à s'alimenter. Et en fait, c'est ça, en fait, la vraie deuxième vague, non? Non, ce n'est pas une deuxième vague. C'est un tsunami. Exactement. C'est un tsunami de morts lié au confinement qui touche les pays qui ont confiné. Alors, comme exemple, ouvrez un canard australien, n'importe quel journal australien actuellement dit, j'en ai vu 5, donc je pense que vous en trouvez forcément beaucoup, plus. J'en ai vu 5 qui disaient les morts de suicide dus au confinement sont largement supérieures aux morts du Covid. Dès maintenant, en Australie. Oula. La presse grand public. Vous pouvez faire si je pourrais vous envoyer tous les articles. On va les afficher à l'écran, on va les afficher. Hein, donc, les morts dus au suicide secondaire directement liés au confinement sont supérieures aux morts du Covid. Ça, c'est dès maintenant, en Australie.
donc qui ont été fait le confinement à la française. Bon. Donc, effectivement, mais ce n'est pas du tout une vague, c'est effectivement un tsunami. Il faut bien se rendre compte que c'était la grande vague du Covid, était une petite vaguelette. Je veux dire, actuellement, au niveau mondial, le Covid a tué moins qu'une grippe ordinaire. Nous étions ce matin à moins de 300 000 morts. Enfin, certainement les dépasser, mais pas de beaucoup. Et la grippe ordinaire tue, d'après l'OMS, chaque année. Consultez les sites OMS. Ils sont précis. Vous tapez OMS, enfin en anglais ça se dit WHO, hein, WHO. Mais tout de même, il y a quand même, c'est quand même écrit en français quand on le veut. Donc vous partez OMS grippe et vous verrez la grippe ordinaire tue entre 290 000 et 550 000 hommes chaque année dans le monde. Le Covid n'a tué pour l'instant que 300 000, moitié moins. Je ne parle pas de la grippe de Hong Kong ou des autres grippes asiatiques. Hein. Là, en France, la grippe asiatique avait tué 30 000 morts. Et ça n'a jamais justifié le moindre confinement. D'ailleurs, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin et parler des 3 millions de morts chaque année par la cigarette. J'ai vu hier un reportage concernant l'alcool, c'est 2 300 000 morts, alors qu'on laisse les industriels augmenter leurs ventes, on en est à 1300 milliards de dollars de budget d'alcool et ils ont en fait, bon, on dit pas aux gens de ne pas boire, mais est-ce utile de les pousser à l'alcoolisme Le confinement a été très bien. Hein. On a c'est vrai. Pris 2 kilos et 3 bouteilles de plus. Très juste, très juste. Et comment ça se fait qu'on ne fait rien? Donc, juste la cigarette. Alors que là, la grippe H1N1, la dernière, c'était il y a 15 ans. Donc, je rappelle, hein, moins de 400 morts en France, hein, la grippe H1N1. Voilà. Donc, c'était il y a 11 ans. Le SARS, c'était 2003. Donc, c'est tous les 10 ans qu'on a un gros truc. Mais la cigarette, c'est tous les ans 3 millions. Pourquoi il n'y a pas de confinement généralisé? Pourquoi il n'y a pas… voilà, c'est très curieux. Le paludisme, comme l'avait expliqué Éric Le Boucher, le journaliste, c'est entre 500 et 1 million, on va dire 700 000 morts par an. 700 000. Il y a un remède qui s'appelle l'artémisia, qui est très efficace, qu'on a interdit, que l'OMS a interdit. Et pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi on confine pas? Alors là, pour l'artémisia, bonne nouvelle tout de même. Hein. L'OMS est actuellement fortement combattu enfin en Afrique. Jusqu'à présent, les Africains étaient les cobayes un peu moins que les Européens. C'était la souris de l'Europe, hein, l'Africain moyen. Hein, enfin, vu de l'OMS et de Big Pharma, j'entends. Parce que il n'y a pas de procès à craindre, il suffit d'arroser le dirigeant, c'est facile. Et puis là, brutalement, il y a un espèce de dirigeant africain qui se prend pour un vrai dirigeant et qui dit ah, l'artémisia est très utile pour le Covid, parce que c'est un antipaludéen. J'ai vu que les Big Pharma cultivent des champs d'artémisia dans mon pays et je nationalise les champs d'artémisia de Big Pharma et sans les indemniser. Ça date d'il y a 2 jours. Donc, les Africains se réveillent et bravo pour eux. Vous parlez de Madagascar? Oui. Tout à fait. OK. 6e question, c'est une petite anecdote concernant le tocilizumab. Que pensez-vous de l'affaire du tocilizumab de Roche-Chugai, qui est quand même un laboratoire qui fait à peu près 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et dans laquelle est impliqué le patron de la PHP, Martin Hirsch. Vous savez qu'il y a eu une affaire de manipulation de résultats, de publication de résultats, de l'essai multicentrique Corimmunotossi, qui a fait démissionner le comité de surveillance des essais Covid-19 de la PHP, qui ont dit non, il faut pas publier, on peut pas encore publier, on n'a pas bien étudié les chiffres. Et Martin Hirsch, il a tout de suite publié pour faire croire que le tocilizumab était efficace. Et comme argument, il a dit oui, mais vu la situation, la gravité de la situation, j'ai pensé éthique et de publier tout ça. Et en fait… Là, je vous arrête tout de suite. Oui. Il y a un premier élément intéressant. Pour la première fois, des médecins payés par un laboratoire, car les membres du comité sont payés, sont défrayés par le laboratoire, ont eu le courage de dénoncer le laboratoire. Car les manipulations de résultats des grands essais sont systématiques. J'ai personnellement fait une étude il y a 2 ans qui est présentée en congrès sur de la surmédicalisation et surtraitement à Bobigny.
dans lequel j'avais repris les anticancéreux avec mon épouse, hein, et qui ont reçu l'autorisation dans les 10 dernières années de l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Et j'avais repris les essais, Princeps, et regardé les résultats 5 ans plus tard, les résultats en population réelle. Et je m'étais rendu compte que moins d'un tiers des résultats affichés lors de l'essai Princeps, celui qui permet d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, moins d'un tiers de ces résultats sont confirmés par le futur. Que la plupart du temps, l'efficacité, et comme pour Ferguson, si c'était par hasard, les erreurs se feraient tantôt en mieux, tantôt en moins. Comme par hasard, c'est toujours sur une surestimation des résultats et toujours sur une sous-estimation des complications. C'est constant. Seulement un tiers des résultats publiés des essais sont confirmés ultérieurement. Dans 2 tiers des cas, ils s'avèrent faux, soit sur l'efficacité qui est très fortement surestimée, soit sur la toxicité qui est fortement sous-estimée. Donc, et jamais les experts ne crient, ne pleurent. Ils sont contents d'empêcher le fric pour être dans le prochain essai et retoucher une commission. Là, chapeau pour les experts qui ont trouvé, qui poussaient un peu fort le bouchon. Donc, nous devons remercier les experts de cet essai. Deuxièmement, que le laboratoire truque ses résultats, c'est constant. C'est constant. Et c'est lié à la loi. On a dit qu'un essai appartenait à celui qui le payait. Droit d'auteur. Il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Il peut le publier ou ne pas le publier. Et lorsque les gens font des macro-analyses dans la littérature internationale, on regarde tout ce qui a été publié. On ne regarde que les essais randomisés. Les laboratoires ont les moyens de faire des essais randomisés parce que ça coûte très cher. Et on ne voit que ce qui est publié. Or ça, c'est la face apparente de l'iceberg. Il y a moins du tiers des essais qui sont publiés. Donc le laboratoire ne publie que ce qui lui est favorable. Cela avait déjà été remarqué lors d'une enquête de l'IGAS en 2003 qui avait été demandée par des parents sur les essais en cancérologie. Et ils avaient marqué noir sur blanc, le laboratoire n'a pas intérêt à publier des résultats qui lui soient défavorables. Et le but des essais thérapeutiques n'est pas toujours l'intérêt du patient, mais plutôt celui d'autoriser les médicaments sur le marché. Donc ça, c'est très clair. Donc chapeau pour les experts, et le laboratoire fait son jeu. Un laboratoire, il est là pour gagner de l'argent. C'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'on le lui permette. C'est que l'État, la force publique ne défende pas le peuple. Et c'est très simple. Dans un essai, le laboratoire apporte l'argent, c'est vrai. Les scientifiques apportent leurs compétences. Mais les malades, ils apportent leur peau. Donc je trouve que les essais thérapeutiques, la propriété devrait être une propriété partagée. Ça devrait être malade, un tiers, gouvernement, parce que c'est quand même la sécurité sociale qui va payer le médicament quand il sera mis sur le marché, gouvernement un tiers et laboratoire un tiers. Et interdiction de ne pas publier un essai fait. Interdiction. Prennent de prison pour les gens qui font un essai qui ne publient pas les résultats. Parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. La plupart des essais ne sont pas publiés. Et c'est un scandale. Alors, à la suite de l'accident du Vioxx, où ça avait déjà démontré que le laboratoire avait truqué. Ils avaient été très très mauvais, le laboratoire à ce moment-là, parce qu'ils avaient truqué, mais comme ils étaient radins, en truquant, ils n'avaient pas payé une disquette neuve. Donc, sur la disquette qu'ils ont envoyée au journal de médecine, le JAMA, un des grands journaux, ils avaient envoyé la disquette, et après avoir effacé la première version de l'article qui parlait des morts. Et puis, dans la deuxième version, ils avaient diminué de moitié les morts dans l'essai sous Vioxx. Ils avaient effacé la première version, ils se croyaient tranquilles. Malheureusement, aux États-Unis, vous savez que les avocats ont le droit de mandater des inspecteurs. Et lors du 3e procès qui a eu lieu aux États-Unis, d'une famille dont le membre était mort après avoir pris du Vioxx, ils ont mandaté les gens qui attaquaient les voleurs de train au niveau dans l'Ouest sauvage. Et il existe toujours cette agence de détectives. Et cette agence s'est intéressée à l'article primum qui racontait que le Vioxx était très bien, qu'il ne donnait pas d'ennui digestif. C'était son avantage officiel. Et sur cet article, ils ont eu la disquette. Donc le journal a donné la disquette qu'il avait reçue des auteurs. Et là, ils ont fait fonctionner les programmes de la CIA. Ces programmes permettent de retrouver ce qui a été effacé. Et ça a été fantastique parce qu'ils ont eu la première version, et puis ils ont eu en plus la date de l'effacement, et l'auteur de l'effacement, c'était le laboratoire.
C'était marqué, ils l'ont fait sur leur truc. Et c'est sur cette disquette, comme preuve, que le laboratoire a été condamné à 250 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille, et que finalement, ça a fait jurisprudence qu'il a été obligé de transiger avec les familles. Donc, vous voyez, donc c'est pas la première fois qu'un laboratoire ait pris la main dans le sac à truquer les résultats. Non seulement à cacher, à dissimuler les résultats, donc à mentir par omission, mais aussi à mentir de manière active en truquant les résultats. Donc, dans l'histoire, le laboratoire truc, c'est son job habituel. Ce qui est les experts habituellement se taisent, donc là, bravo aux experts qui ont vendu la mèche. Troisièmement, l'État ne fait pas son boulot car il est scandaleux de laisser la propriété intellectuelle au seul laboratoire alors que les malades payent avec ce qui est beaucoup plus que de l'argent, c'est leur vie, car il y a des malades qui meurent d'une toxicité des médicaments. Donc, c'est intolérable qu'il n'ait pas un droit de regard sur les résultats et sur la publication. Hein. Et puis enfin, pour M. Martin Hirsch. M. Martin Hirsch, nous le connaissons bien puisque nous avons tous les deux travaillé à la paix. Nous l'avons subi, car nous n'étions pas partisans des essais randomisés, des essais thérapeutiques randomisés, lorsque des traitements prouvés efficaces existent dans les maladies. Et lui a expulsé mon épouse au moment de sa retraite. Hein. Elle avait été prolongée de 3 ans, donc on n'a pas à se plaindre qu'elle ait fini son truc. Mais il a supprimé le service. Il a dit très clairement, M. Martin Hirsch a dit très clairement, le but de l'institution, c'est de faire des essais thérapeutiques. Alors, il faut savoir que les essais thérapeutiques, ça rapporte de l'argent. Donc, en gros, l'assistance publique de Paris, depuis M. Martin Hirsch, vend des cobayes au laboratoire. Donc, il est tout à fait normal qu'il mette en avant un produit pour lequel il a été mandaté, pour lequel son institution a été jointe par un laboratoire qui lui a accordé de faire un essai chez lui avec les rémunérations qui ça. J'aimerais d'ailleurs qu'on se soit publié, savoir combien l'assistance publique a reçu en direct ou en avantage indirect de cette affaire. Je veux la transparence. Je ne l'accuse pas sans preuve. Je n'en sais rien. Mais il est d'usage que les laboratoires rémunèrent les gens qui font les études, non seulement les gens, mais aussi les institutions. Donc, dans cette affaire, il n'est pas étonnant que M. Martin Hirsch ait réagi ainsi, puisqu'il a affirmé en prenant ses commandes de l'AP qu'il prenait les commandes de l'AP non pas pour traiter les malades, mais pour permettre au laboratoire de faire des essais et qu'il privilégiait les essais sur les malades. Dernière question concernant le corps médical. Moi, c'est le mystère de cette affaire. Comment expliquez-vous que les pharmaciens n'aient pas vendu de masques par rapport au fameux décret, je crois, du 23 mars? Non, là, je vous arrête. Oui. C'est pas vrai. Les pharmaciens que je connais n'avaient pas de masques à ce moment-là. On a dit qu'ils avaient des masques. Les agences régionales de santé ont prétendu qu'ils avaient des masques et c'était faux. Enfin, dans un certain nombre de régions. Je ne prétends pas avoir fait le tour de France. Hein. Mais dans les régions que j'ai pu vérifier, hein, là, sur la région Côte d'Azur et dans la région parisienne où j'étais, ils n'en avaient pas. Mais ça, c'était au début. On avait vu un pharmacien passer sur CNews expliquer. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que le décret, il leur interdisait de vendre les stocks qu'ils avaient. Par contre, ils ont été d'importer, de faire des commandes et de se procurer. Et le pharmacien disait que nous savants, nous pouvons acheter des commandes. Mais comme l'État a dit que c'était interdit, il n'y a plus personne qui n'osait vendre à la France parce qu'ils se disaient que personne ne va me payer, les douanes vont me bloquer le truc. Mais on était payé, mais simplement le pharmacien, par exemple, qui avait un masque, était redevable envers l'agence régionale de santé du compte exact des masques. Je veux dire, quand il distribuait à un médecin, il devait l'écrire. Et l'agence régionale de santé vérifiait que ça avait été reçu par le médecin ou par l'infirmière. Vous vivez d'avant la loi de santé, la dernière loi de santé de Marisol Touraine. C'est faux. Malheureusement, je suis médecin, ma femme est médecin. Je ne suis plus au Conseil de l'ordre car je réprouve les attitudes de cet organisme qui a quand même été inventé par Vichy. Je sais qu'il a été dissous lors de la prise de pouvoir de De Gaulle, qu'il a rétabli quelque temps après, mais il n'a pas été lavé du péché originel. Le conseil est celui qui a fait dénoncer les médecins juifs, qui les a radiés, ne l'oublions jamais. C'est aussi lui qui a demandé, et là ça se retrouve actuellement, c'est d'actualité brûlante, qui a demandé à tous les médecins français, durant
l'occupation, de dénoncer aux autorités les blessés par balle pour que les résistants ne puissent pas échapper à l'occupant allemand. C'est quand même le Conseil de l'ordre. Or, le Conseil de l'ordre, je ne l'ai pas entendu lorsqu'il est apparu le décret chloroquine, celui qui permettait à n'importe quel médecin, chloroquine, le décret qui lui a permis de donner des drogues pour tuer les malades dans les EHPAD. Rivotril. Alors, pour la chloroquine, le décret Rivotril. Pour la chloroquine, je vous garantis que les médecins ne pouvaient pas le prescrire. Mon épouse est médecin, elle n'a pas pu faire de prescription de chloroquine pour elle-même, ni pour moi. Alors qu'il est bien dit dans le Conseil de l'ordre, elle est toujours au Conseil de l'ordre, elle a le droit de prescrire, mais elle n'a pas le droit de prescrire de la chloroquine. Les prescriptions de la chloroquine ont été limitées à la reconduction des ordonnances préalables, des gens qui étaient sous chloroquine, par exemple pour une polyarthrite rhumatoïde. Mais un médecin normal ne pouvait absolument pas prescrire de la chloroquine s'il l'estimait nécessaire en son âme et conscience. Vous oubliez complètement les agences régionales de santé. Nous avons actuellement une dictature en France sur la médecine qui est appliquée par les agences régionales de santé, qui ont tous les pouvoirs sans aucun contre-pouvoir. Ils peuvent dire, vous avez le droit de faire ça, ou vous n'avez pas le droit du jour au lendemain, vous ne pouvez aller nulle part en justice pour vous défendre. Non. Je connais un chirurgien qui était un de mes élèves, qui évitait les amputations, comme j'ai fait durant toute ma vie. Ça a été mon grand succès, mon grand bonheur de la vie, c'est d'éviter ces horribles trucs à des gens qui, en plus, dont la vie était menacée par des cancers. Donc, nous avons, durant les premières années de ma retraite, fait ensemble quelques malades qui étaient un peu trop difficiles à son goût, pour lesquels il avait envie d'être un peu materné. N'importe quel médecin doit ça à ses élèves. Donc, j'y suis allé avec plaisir, ça m'a rempli de joie. Et puis, la joie finale, c'est que les malades aillent bien. Donc, nous avons eu 6 succès sur 6 enfants qui étaient destinés à être amputés. Nous avions les lettres des centres anticancéreux disant « il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de les amputer ». On ne les a pas amputés, les interventions sont mises. Ça ne leur a pas du tout nuit. Et quelques temps après, à la suite de la plainte d'un centre anticancéreux qui a dit « c'est intolérable que des gens se permettent d'aller contre nos avis ». Ils ne les ont pas amputés alors qu'on avait dit que c'était nécessaire. La malade était très contente d'avoir sa jambe, mais ce n'était pas le cas du médecin du centre anticancéreux. Eh bien, l'Agence régionale de santé a envoyé un mot à la clinique en disant « dorénavant, ce chirurgien tel n'a plus le droit d'opérer les enfants qu'ils ont situés jusqu'à 18 ans ». Comme ça. Aucune justification, puisque les malades allaient bien, on pouvait difficilement nous reprocher de leur avoir porté tort. Enfin, on leur a porté tort parce qu'on leur a évité de toucher une pension pour amputation. Peut-être que ça, effectivement, c'était un tort. Je ne sais pas. Mais enfin, ce n'était pas l'avis des malades, en tout cas. Donc, on n'aurait pas porté tort. Il a été interdit d'opérer. Sinon, la clinique n'avait plus le droit de prendre des malades. Donc, vous voyez à quel niveau la dictature de ces agences régionales de santé s'élève. Et sans contre-pouvoir. C'est pour ça que j'appelle les agences régionales de santé l'inquisition. Ils font leur procès comme ils désirent et ils sont jugés partis. Oh, complètement. C'est eux qui instruisent, c'est eux qui décident de la poursuite et c'est eux qui jugent et il n'y a pas d'appel possible. Et ils n'ont même pas besoin de se justifier. Monsieur, dorénavant, vous n'avez plus le droit de. C'est tout. Et là, ils ont dit, dorénavant, vous n'avez plus le droit de prescrire de la chloroquine. Point. Donc, non, les médecins n'ont pas refusé de prescrire de la chloroquine. Les médecins de ville, j'entends, les médecins de ville n'avaient pas le droit légal, on leur a retiré le droit de prescrire la chloroquine. Alors, je rappelle quand même qu'avant de retirer ce droit aux médecins, on l'avait retiré à la population. Jusqu'au 20 janvier, en France, n'importe quel Français pouvait aller à sa pharmacie, demander de la chloroquine, en disant « je pars en Afrique, dans un pays d'endémie palustre, je veux prendre de la chloroquine. Pouvez-vous m'en vendre ?» Et on lui donnait, pour le prix que vous avez indiqué, de la chloroquine, sans plus de discuter. Lors de l'épidémie, je pense que Mme Buzyn devait être bien informée de ce qui se passait en Chine, car 5 jours après que le comité local de Wuhan ait eu une réunion dans laquelle ils disaient qu'ils utilisaient la chloroquine, que ça leur paraissait intéressant, ce n'était pas publié. 5 jours après, la chloroquine n'était plus en vente libre en France. Mme Buzyn a décidé par un arrêté, c'était par hasard, soi-disant, c'était à la demande de... Je veux bien, mais il y a comme une chronologie qui est tout à fait bizarre. Le 15 janvier, on apprend en Chine, ce n'est pas publié, mais en tout cas, la réunion a eu lieu.
que les Chinois donnent de la chloroquine en son comptant, 5 jours plus tard, on n'a plus le droit d'acheter de la chloroquine librement en France. Et puis, quand M. Raoult a eu le malheur de dire que la chloroquine pouvait être utile, alors là, on a interdit aux médecins de le prescrire. Et puis après, de toute manière, il n'y avait plus de problème, il n'y avait plus de chloroquine en France. Il n'y a plus de chloroquine en France. Il faut quand même saluer Sanofi. Je veux dire, il n'y avait plus de chloroquine en France, mais Sanofi, qui avait été obligé de fermer son usine il y a 3 mois, qui fabriquait de la chloroquine, a dit au gouvernement, je suis prêt à ouvrir l'usine. Je peux fournir la chloroquine à qui on veut. Et le gouvernement n'a rien fait. Il a laissé l'usine fermée et il a interdit de prescrire la chloroquine. Donc il y a quand même, pour une fois, je veux dire, moi qui ne suis pas un ami connu, officiel, et qui ne suis pas payé par Big Pharma, je dois dire, bravo Sanofi, vous avez fait votre rôle. Malheureusement, vous n'avez pas été écouté par ce gouvernement et j'aimerais bien savoir quelles sont les responsabilités sur cette décision folle de ne pas réouvrir l'usine de chloroquine française. Gérard Delépine, merci infiniment. Merci beaucoup pour votre disponibilité pour cet entretien. Donc, j'invite nos auditeurs à diffuser au maximum, à partager, liker, commenter la vidéo, la distribuer au maximum sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent écouter cette deuxième vision du monde médical qui n'est pas celle qui passe malheureusement dans vos médias de désinformation. Merci infiniment pour votre attention. Docteur Delépine, merci encore à vous et à très très bientôt. Je vous remercie aussi parce qu'effectivement, les médias qui sont libres. La liberté, ça n'a pas de prix. Toujours à votre service, tant que vous serez libre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.